Bonjour et bon début de semaine à vous qui nous suivez partout à travers le monde dans cette émission Grande Analyse, l'émission que vous propose la FM Télévision. Nous évoquons tout ce qui est sujet ou question d'actualité. L'actualité à ce jour reste dominée par la politique. Après l'investiture du gouvernement, les remises et reprises qui ont eu lieu le week-end dernier, la session à l'Assemblée nationale, la session de mars, a été clôturée avec le discours de M. Vital Kamerhe qui a dit que les députés nationaux touchaient 5 000 $ en francs congolais qui avoisinaient 14 millions de francs. Ça a suscité la tollée. Le Quinois, les Congolais en parlent. Est-ce vrai? Est-ce dit la vérité? Ce sont des sujets que nous allons évoquer, mais nous allons plus nous atteler sur l'investiture du gouvernement avec tout ce qu'il y a eu comme turbulence avant qu'on atterrisse. Fin de compte, nous avons eu, je dirais, la plénière la plus longue, je crois, qui est allée du 11 juin au 12 juin, vers 10h passées ou 10h30. Et enfin, le gouvernement était investi. Le jeudi dernier, c'était le remise et reprise. Et aujourd'hui, nous disons que tous ceux qui étaient nommés comme ministres devront ou ont commencé le travail aujourd'hui parce que la République devait quand même avancer et évoluer. C'est tout le monde qui s'est plaigné que la République, rien n'est marché. Mais du moins, nous avons un nouveau gouvernement qui devra faire son travail pour répondre aux attentes des Congolais. Sur ce plateau, M. Joseph Edeba, il est cadre du parti LGD de M. Augustin Matata Mpognon. C'est avec lui que nous allons essayer de débattre sur toutes les questions que nous avons sur cette table. Je m'en vais déjà le dire bonjour. Bonjour, monsieur Alain Goma. Merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de nous retrouver devant milliers de téléspectateurs de FM TV pour échanger avec vous sur les questions d'actualité. Ça fait un bon moment qu'on ne vous a plus vu dans les médias. Est-ce que c'était stratégique ou il fallait se reposer après les élections? Écoutez, c'était très important d'avoir le temps de réfléchir sur l'avenir politique. Je vais parler ici de notre avenir politique du parti, mais aussi mon avenir politique à moi personnellement, parce que après que nous puissions vivre toute l'aventure et les scénarios en rapport avec les élections qui normalement devaient définir les bases, n'est-ce pas, de progrès, qu'à la finalité, nous avons vécu une autre chose. Ce n'était pas les élections, mais ce fut justement un processus, un long processus des nominations, ceux que vous appelez aujourd'hui députés qui remplissent en tout cas l'Assemblée nationale. Donc c'était important pour nous de réfléchir et finalement nous avons décidé de reprendre et de continuer le combat parce que nous n'allons pas abandonner les armes, nous n'allons pas baisser les bras face au destin de notre nation qui se veut être de grandeur. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous avons la réponse de votre silence dans les médias, mais aujourd'hui nous revenons avec cette grande question du gouvernement, l'investiture. Avant, tout le monde se plaignait. 5 ans après les élections, le président a prêté serment. On n'a pas de gouvernement. Fin de compte, il y a eu investiture, bien qu'au sein de la majorité, et même, il y a eu de frustration. Mais aujourd'hui, il y a quand même investiture. La grande question, c'est quelles sont les attentes de la population par rapport à ces gouvernements? Très bien. Il faut commencer par souligner le fait que nous sommes allés à presque 6 mois où il n'y avait pas la gouvernance, c'est-à-dire que le pays était ingouverné. C'était depuis l'investiture du président de la République, s'il faut calculer avec depuis le fait qu'il soit élu président par M. Kadima. C'est beaucoup de temps écoulé sans réaliser quelque chose, alors que 6 mois étaient amplement suffisants pour réaliser, vous savez, beaucoup d'urgences, beaucoup de questions qui ont trait au développement de la nation. Alors, aujourd'hui, nous avons un gouvernement investi à ce jour. Il faut qu'on se dise qu'il y a beaucoup, en termes d'attente, il y a beaucoup de sujets, n'est-ce pas, qui attendent à ce que les batteries puissent être mises en marche de manière à trouver des solutions idoines
mais des réponses claires aussi à ces questions. Nous allons commencer par exemple par l'urgence à caractère prioritaire d'entre toutes les urgences, c'est celle de la sécurité nationale. Vous savez, aujourd'hui... On dit qu'en République démocratique du Congo, tout est prioritaire. Est-ce qu'il faille seulement se focaliser d'abord dans l'Est de la République et laisser certains Congolais aussi mourir de faim? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on mette une logique en place qui va nous faire avancer? C'est vrai qu'on voit la situation sécuritaire, mais on voit aussi le social, on voit aussi l'éducation en même temps. Surtout que le budget annuel serait estimé ou est estimé à, s'il faut diviser 92,9 milliards par 5, ça nous fera pratiquement 18, quelques. Vous savez, M. Alain Goma, il s'agit ici des questions d'État. Ça ne se discute pas comme étant des questions simples. Ce sont des questions complexes, notamment qui justifient les institutions fortes. Et pour avoir les institutions fortes, il y a des préalables à suivre. Aujourd'hui, nous avons des urgences à caractère prioritaire, notamment la sécurité nationale, comme je viens de le dire et l'évoquer tout à l'heure. Parce qu'il est plus important aujourd'hui d'assurer la sécurité des Congolais et de l'intégrité territoriale que de penser prioritairement à créer des emplois. C'est là où déjà nous commençons à dire que ce gouvernement ne va rien produire de spécial parce que dans le classement des priorités, sur les 6 piliers vous annoncez par Madame la Première ministre, les points de la sécurité des Congolais et de leurs biens, voire du territoire national, et au 3e, il est classé 3e. Ça veut dire que parmi les priorités, on a pensé plutôt à comment créer des emplois. Comment nous pouvons créer des emplois dans une nation qui est agressée? Je précise que la RDC est une nation agressée par des États voisins, notamment le Rwanda comme pays voisin principal. Et donc, pour permettre à ce que le gouvernement puisse travailler d'arrache-pied enfant, de réaliser, de concrétiser d'abord le social des Congolais, il faut penser prioritairement à les mettre dans l'abri, à les sécuriser. Parce que sans la sécurité, comment allons-nous assainir un environnement propice, un environnement industriel de qualité, un environnement d'investissement aux Congolais? C'est difficile, ça va être compliqué d'appeler et de faire appel à ceux qui viendront créer de l'emploi, parce que notamment d'ailleurs, ce n'est pas l'État qui crée beaucoup plus d'emplois que des privés. Et pour que les privés viennent, il faut qu'un climat de paix puisse précéder, n'est-ce pas, les investissements. Ce climat de paix ne s'obtient pas dans la facilité, d'autant plus que nous sommes un pays agressé. Il faut mettre des stratégies et suivre un programme sécuritaire qui va nous amener la paix et apporter la paix. À travers cette paix, il y aura maintenant des questions qui seront abordées, notamment celui de l'investissement. Parce que je ne vois pas un investisseur sérieux, vous l'avez d'ailleurs compris avec le premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a fait le tour du monde pour rechercher les investisseurs. Mais je ne sais pas, vous allez peut-être m'aider à comprendre quelles sont ces entreprises d'investissement à capitaux des étrangers installées aujourd'hui en RDC par les lobbies du président de la République. Vous allez comprendre que dans une nation agressée, dans une nation où il n'y a pas la paix, les investisseurs sérieux ne viennent pas. Et c'est comme ça que nous sommes en train de dire et plaider pour la même cause, depuis toujours, que la sécurité passe avant tout, tout programme de gouvernance. S'il n'y a pas de sécurité, vous ne pouvez pas créer des emplois stables. Parce que ceux qui meurent au jour le jour, cher Alain, ce sont nos frères, ce sont des compatriotes qui ont aussi besoin de, n'est-ce pas, bénéficier de la redistribution de tous les avantages que nous pouvons sortir des richesses de la RDC. Oui, vous avez parfaitement raison à vous suivre, mais ne pensez-vous pas que la création d'emplois permettra aussi à ces frustrés? Parce que le plus souvent, tout ce qui se rallie au groupe rebelle, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de quoi nouer les deux bouts du mois. On vient le proposer $1 000, un $500, il se dit, bon, je vais quand même dans un groupe rebelle. C'est vrai qu'on ne fait pas l'apologie de la rébellion, mais nous sommes en train de réfléchir. Une personne qui réfléchit ou
qui a vécu cette situation, qu'on venait proposer qu'il aille faire la rébellion et qu'il regarde ses poches, qu'il n'a rien. Mais demain ou après-demain, qu'on lui proposait un boulot où il peut s'attraper un 100, un 200, un 300 dollars pour faire vivre sa famille. Ne pensez-vous pas que ça soit aussi une solution palliative? C'est vrai que nous pensons à l'Est parce qu'il y a quand même un budget alloué pour l'Est, mais du moins la création d'emplois. La situation reste générale, on ne reste pas seulement dans l'Est. La situation, c'est pour toute la République. Nous voyons tous la délinquance juvénile. Nous voyons tous ces Koulouna parce que Madame la Première ministre a aussi évoqué tous ces détails que je suis en train d'étaler ici. Ne pensez-vous pas que ça soit aussi une solution, la création d'emplois, pour essayer de faire taire les armes dans l'Est? Évidemment, merci cher Alain pour votre longue question. La création de l'emploi constitue un de ces piliers importants à mettre un accent dessus pour, n'est-ce pas, permettre à ce que le pays puisse faire un bond vers les progrès. Je vais ici éclaircir une chose. Nous ne pouvons pas créer des emplois dès lors que nous n'avons pas la paix. Et la paix, je ne fais pas seulement ici allusion à l'Est de la République. Parce qu'il y a des foyers de tension un peu partout. Il y a des foyers de tension de Mobondo, que vous savez. Il y a des foyers de tension même dans la ville-province de Kinshasa, avec les Koulouna, comme vous avez cité. Mais pour aboutir à une paix durable, ce n'est pas chose facile. Il faudrait d'abord que l'on priorise la recherche de la paix. Et la recherche de la paix équivaudrait à tabler sur la question de la sécurité des Congolais et de leurs biens. Ensuite viendra des questions qui vont suivre, par exemple, celle de, n'est-ce pas, tabler sur la création de l'emploi. Parce qu'il est dit, une expression latine d'ailleurs l'éclaircit très bien, que si vis pacem parabellum. Vous ne pouvez pas vouloir la paix sans préparer la guerre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment tabler sur la question de la sécurité en amont pour avoir la paix. Et c'est par la paix que le gouvernement peut maintenant se lancer à fond dans des dossiers comme celui de la création de l'emploi. Parce que pour créer aussi de l'emploi, il faut assainir un environnement industriel. Pour créer de l'emploi, il faut assainir un environnement économique propice à la création des entreprises. Et ça, ce n'est pas quelque chose que l'on peut créer dans une nation qui est agressée. Je vous donne l'exemple de l'Ukraine. Aujourd'hui, la question qui est traitée à l'Ukraine, ce n'est pas la question de l'emploi, alors que les Ukrainiens ont besoin aussi de travailler pour survivre. La question de la sécurité passe avant tout parce que sans la paix et sans la sécurité, aucun Congolais ne peut se mouvoir, aucun Congolais ne peut avoir le courage de sortir de chez lui, aucun villageois de Massissi ou de quelque part ne peut avoir le courage de sortir de chez lui pour aller planter, ne serait-ce que pour produire et aider à ce que la population puisse s'en servir. D'ailleurs, nous sommes dans un pays où nous avons des faiblesses en matière agricole. Ça, c'est aussi quelque chose qui justifie le fait que les paysans doivent se retrouver dans des conditions qui leur permettent à pouvoir produire localement afin de nourrir toute la population. Selon vous, mettre la sécurité en troisième position dans le programme d'action du gouvernement, c'est le premier couac, selon vous? Exactement, c'est un premier grand couac, s'il faut le dire, parce que on ne voit pas comment est-ce que Mme Toulouka va prioriser, je ne sais pas, les emplois vont être créés à Kinshasa, là où il y a un peu la paix. Est-ce que sommes-nous détachés d'une partie de nos territoires comme Bunagana pour toujours? Est-ce que ça ne nous préoccupe pas, le fait que l'ennemi assiège une partie de nos terres et contrôle, voire l'ennemi puisse aller jusqu'à extraire les minéraux, contrôler la zone entièrement? Ça ne nous effraie pas de voir une partie de nos terres être ravie comme ça? Je pense à ce jour où il fait 2 ans jour pour jour, après que l'on puisse nous ravir Bunagana et autres, que nous devons tabler sur la question de la sécurité afin de rétablir et de restaurer l'autorité de l'État. Cela va sans doute dire que la question de la sécurité devait être une des priorités à caractère urgent qui devait, n'est-ce pas, caractériser ou bien émailler le programme
du gouvernement de Mme Semina. Et pour nous, dans l'opposition, nous disons que déjà, à voir comment est-ce que les choses sont classées, ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions. Parce qu'il faudrait commencer par les plus utiles, les plus urgents, afin de, n'est-ce pas, baisser là où il n'y a pas plus d'urgence. Vous comprenez ce que je veux dire dans ce sens? Donc je pense qu'à notre avis, Mme Souminois risquerait de faire la honte à plusieurs femmes. Comme c'est le cas avec Samalou Konde, qui s'est réclamé être jeune, mais au sortir du gouvernement, Samalou Konde n'a fait que gagner beaucoup de poids au lieu de faire progresser la nation vers des horizons prometteurs. Un budget ou un programme d'action évalué à 92,9 milliards de dollars pour les 5 ans, c'est-à-dire 2024-2028. Est-ce que vous pensez que c'est un budget réaliste ou c'est surréaliste? Il fallait seulement le faire parce que s'il faut diviser, nous aurons 18,5 ou 6 milliards chaque année, qui sont des ressources que nous pouvons avoir facilement, parce que le budget de 2024 c'était 16 milliards et 16, je crois 4 ou 5 milliards. Donc à 18 milliards, Madame Toulouka n'est pas allée si loin. Est-ce que nous avons la facilité de mobiliser ces recettes pour que ces budgets du programme, c'est-à-dire le budget alloué pour les 5 ans, puisse avoir effet dans le vécu quotidien des Congolais? Monsieur Alain Goma, moi je suis optimiste que ce pays, avec un peu de discipline, de leadership, mais aussi de la bonne gouvernance, nous pouvons faire plus que ça. Mais avec le gouvernement souminois, il est difficile déjà d'établir comment est-ce qu'elle va parvenir à réaliser ces recettes. Dans quel environnement économique, dans quel environnement social nous allons parvenir à réaliser 90 et quelques milliards au bout de... C'est déjà 4 ans et demi parce que nous avons perdu plus de 6 mois dans des altercations inutiles, bloquant les institutions de la République à fonctionner. Les altercations de l'Union sacrée, il faut le préciser. Parce que si aujourd'hui, le gouvernement a été investi en retard, c'est parce que nous existons actuellement dans un pays où tout doit se faire par la consultation. Pour avoir le président de l'Assemblée nationale, il fallait des consultations. Mais est-ce mauvais? Pour avoir un premier ministre, essayer d'apaiser les ardeurs, est-ce mauvais? Écoutez, cher Alain, pour avoir un président de l'Assemblée nationale issu de la famille présidentielle et la majorité présidentielle, s'il faut le dire, il fallait des consultations. Pour avoir le Premier ministre, il fallait des consultations. Pour avoir des candidats à d'autres postes, il fallait des consultations. Et des consultations longues. Ça veut dire que même pour avoir l'investiture du gouvernement, il fallait des consultations. Et on aurait même entendu qu'il y a eu corruption de quelque chose pour... Le président de l'Assemblée a renié ça. Il a dit... Tout celui qui a des preuves, qui l'apporte, qui a des preuves. Vous savez, nous sommes dans il aurait parlé même on aurait parlé d'une somme de 30 000 $. Le président l'a dit le samedi, que celui qui a des preuves, qu'il puisse apporter des preuves. Mais ce sont les mêmes députés qui relaient ces informations. Ce sont les mêmes élus du peuple qui vous parlent de combien ils ont touché. Monsieur Vital Kamere s'érige en donneur de leçons et en père... radical parce qu'il veut taire les rumeurs sur la corruption et tout le reste. On n'éradique pas la corruption avec la dictature. Vous savez ici les problèmes, par exemple celui de la corruption à l'Assemblée nationale, c'est connu de tout le monde. Mais aussi le fait d'avoir une institution forte présage déjà le fait que nous puissions avoir une gouvernance de qualité parce que ces institutions fortes vont, n'est-ce pas, définir c'est à quoi nous pouvons suivre comme programme de gouvernance et aller vers des horizons prometteurs. Mais cependant, si l'Assemblée nationale, déjà, du point de vue fonctionnel, commence par donner quelque chose aux députés pour les amener à faire un choix, c'est déjà un problème. Mais aussi, il ne faut pas que l'on oublie une chose, Vital Kamere est celui qui avait multiplié les salaires des députés partout à l'époque. Et donc, s'il y a de ces gens qui ont permis à ce que les députés touchent, les députés du mandat passé touchent déjà 21 000 $ et quelques avec les avantages, c'est parce qu'il y a eu un certain Vital Kamere qui a permis
au triplement du salaire de ces élus du peuple. Donc il ne faut pas que l'on s'embrouille à suivre les propos non rationnels d'un politique qui se veut se démarquer parmi les autres. Évidemment que c'est un professionnel politique, mais quand même sur ce point, il ne va pas nier le fait que le député avait touché quelque chose. Évoquons certaines fonctions, certains secteurs dans le gouvernement avec leurs animateurs. Nous prenons le cas de la justice, qui fait parler. Ce ministère a été attribué à M. Constant Moutamba. Tout le monde a crié, il a été trop critique à l'endroit du chef pendant la campagne, il a dit que le chef n'avait pas son niveau. Aujourd'hui nommé ministre de la Justice, ok, il vient avec des décisions qui circulent sur la toile, mais ce qui nous étonne, le jour de la remise et reprise, il débarque avec un chien. Est-ce pour traquer le voleur? Point d'interrogation. Déjà, vous pensez que c'est le meilleur profil pour le ministère de la Justice? Déjà, il est difficile, de par les présentations luxueuses des individus, que nous puissions tabler sur le simple fait qu'ils soient issus des X ou des Y regroupements politiques pour dire que c'est un bon profil. Les bons profils s'évaluent en fonction des réalisations. Les bons profils s'évaluent en fonction de ce qu'on l'on apporte comme pierre de contribution dans l'édifice de la bonne gouvernance de la nation. Que M. Constant Moutamba, aujourd'hui ministre de la Justice congolaise, puisse venir avec les chiens, qu'il puisse venir avec les chars, si vous voulez bien, ça n'a aucun impact si jamais, à la réalité, la justice de notre pays ne se redressait pas au fil du temps. Parce que vous allez ne pas oublier le fait que déjà le président de la République lui-même, qui siège dans le Conseil supérieur de la magistrature, disait et répétait le fait que notre justice est malade. Et une justice malade ne se guérit pas avec un chien que l'on apporte pour je ne sais pas quoi se faire parler de soi. Donc je pense ici que l'évaluation des bons profils de ces acteurs politiques nommés à la tête des ministères devra se faire au fil du temps par rapport aux apports que chacun pourra amener pour la construction de l'édifice du progrès, l'édifice de la bonne gouvernance de notre nation. Nous prenons la défense. Tout le monde s'était dit heureux lors du premier mandat du président de la République, quand nous sommes passés de Sama 1 à Sama 2, en voyant la présence de Jean-Pierre Bemba, même M. Tenas, tout le monde s'attendait à ce que nous puissions avoir la solution dans la partie Est. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement. Dans ce second mandat, il quitte la défense pour le transport. Et la personne qui vient le remplacer dans ces ministères, tout le monde se pose des questions. Si, je vais le dire à Lingala, est-ce que vous pensez que ces ministères méritent avoir à la tête quelqu'un de plus tenace ou quelqu'un de plus stratège? Monsieur Alain, votre question qui semble être complexe ne l'est pourtant pas. Vous savez, comme je vous ai dit, les institutions fortes définissent, n'est-ce pas, le progrès. Mais les institutions moins fortes définissent les sous-développements. C'est-à-dire que les animateurs que nous choisissons à la tête des institutions doivent être des animateurs qui incarnent une certaine sommité, je veux dire, qui incarnent des valeurs, qui incarnent, n'est-ce pas, de l'expérience, mais aussi de la stratégie. Ça veut dire que dans ce pays, la réputation, les rumeurs courent plus que la réalité. Vous allez vous rendre compte que quand on a nommé M. Jean-Pierre Bemba, ministre de la Défense, tout le monde s'attendait au miracle. Alors que la nation ne se gère pas sur base de rumeurs. La nation ne se gère pas sur base de ce que tout le monde peut rencontrer. La question de la sécurité de l'Est, c'est une question complexe qui nécessite beaucoup de stratégie.
notamment la restructuration de l'armée, la création, en tout cas aujourd'hui, parce que la guerre a changé des camps, l'armée aussi, elle est beaucoup plus devenue aujourd'hui technologique que comme ça, elle est beaucoup plus devenue virtuelle que physique. Il faut adapter nos services de sécurité à l'actualité, notamment en créant et formant des militaires à la nouvelle technologie, afin de, n'est-ce pas, pallier à des questions, par exemple, de l'espionnage. Parce que vous savez que pour aussi gagner une guerre, il faut avoir un bon service d'espionnage, un bon service de contrôle, est-ce que vous appelez ici infiltration ou pas, pour que ça puisse cesser. Parce que l'on peut arriver aussi à gagner une guerre comme la perdre avec les services seulement des renseignements. Mais les gens disaient, bon, Jean-Pierre Bemba ferait des miracles, il va ravir voilà, Bunagana et tout. Mais je vous rappelle que Bunagana, jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba puisse sortir à la tête du ministère de la Défense, c'est resté sous le contrôle de l'ennemi. Et donc la question ici de la gestion de la chose publique ne se base pas sur le fait qu'Alain Goma soit quelqu'un de FMTV. Ça se base sur la compétence, sur l'expérience et sur ce que vous pouvez apporter en réalité pour le progrès en cette matière. Par exemple, celui de l'armée. Et donc, en effet, pour nous, nous pensons que le choix des animateurs devait, n'est-ce pas, expliquer le fait qu'au fur et à mesure que nous avançons, nous allons réaliser des progrès. Mais si ce n'est pas le cas, les choix des animateurs va définir, évidemment, l'échec anticipé dans tous ces secteurs et dans tous ces départements ou bien ministères que vous êtes en train de faire allusion ici. Ce n'est pas la réputation, j'insiste, ce n'est pas le rumeur qui gère la nation, mais c'est la concrétisation du leadership axé sur le résultat et une gouvernance de qualité qui apporte des réalisations palpables et tangibles, notamment apporter la paix dans une zone donnée, dans le domaine de la défense. En regardant le gouvernement souminois aujourd'hui, pensez-vous que les Congolais peuvent aspirer à quelque chose dans les 5 années à venir? Il est très difficile. C'est vrai que nous savons tous le mot qui ronge la société. Est-ce que vous pensez qu'après Souminois, Madame Souminois, nous pouvons quand même avoir une lueur d'espoir parce que les jalons seront placés? Je pense qu'aujourd'hui, les Congolais doivent se ressaisir. Parce qu'il est important que nous puissions clarifier que la base des institutions fortes, c'est les élections crédibles, transparentes. Que vous décriez jusqu'à ce jour. Que nous décrions depuis toujours. Mais à ce jour, nous serons dans la logique de la vérité des urnes, quoi. Parce que nous sommes déjà à 6 mois. Nous continuons à décrier les élections passées, parce que ces élections a permis à ce que... qu'est-ce que je veux dire? Ces élections ont permis à ce que nous ayons des animateurs, des institutions, comme vous parlez tout à l'heure aujourd'hui. Et ces animateurs, quand ils sont issus des élections qui ne sont pas crédibles, ils n'ont pas la redevabilité de travailler efficacement pour atteindre des objectifs, n'est-ce pas, qui profitent à l'avantage des Congolais. Ces mauvaises élections a fait de votre président du parti, M. Augustin Matata Ponyo, député, ces mêmes élections. Est-ce que vous allez le mettre dans la peau de ces mauvaises élections? C'est vrai qu'il y a eu des irrégularités, la CENI elle-même avait décrié, mais on ne pouvait plus revenir. C'était plus dans les législatives. Le président de la République a obtenu 73%. Donc les Congolais l'avaient quand même refait confiance par rapport peut-être qu'à la campagne qu'il avait bâtie. Votre président, le président du LGD, M. Augustin Matata Ponyo, est sorti de ces mêmes élections. Est-ce qu'à ce jour, nous devons rester dans cette logique de mauvaises élections ou nous mettre ensemble pour voir comment est-ce que la République, comment faire développer la République? Je cite dans ma question, surtout que lors des consultations, le président du LGD était appelé par l'informateur. Vous savez, cher Alain, notre président du parti des camarades Augustin Matata Ponyo Mapon est un leader incontestable dans son coin. Vous ne pouvez pas essayer, même si vous orchestrez des élections
les traits noirs qui puissent exister, en essayant de taire ou bien de ne pas aligner les gens comme Augustin Matata Ponyo, qui est un grand leader incontestable dans ces coins du pays, notamment les Kindu et le Maniema. Vous allez vous souvenir aussi qu'il était les plus élus, les mieux élus, allais-je dire, de toute la République. Ce qui veut dire que même si vous confectionnez de la fraude électorale à une dimension de supprimer tous les autres candidats qui sont valablement élus par le peuple, vous ne pouvez pas supprimer des gens comme Matata Ponyo Mapon, parce que ça va être la source d'une tension qui va devoir se créer automatiquement. C'est comme ça que nous disons que ces élections étaient des élections bâclées, des élections corrompues, des élections qu'il n'y a jamais eu en Afrique et au monde, des élections qui durent plus de 7 jours, des élections où la fraude elle est visible et la CENI n'intervient pas, des élections où on sanctionne des acteurs politiques qui non seulement ont voté pour eux-mêmes, mais aussi ont voté pour le président de la République. Vous avez vu un professeur qui est sorti devant vos micros, vos caméras, pour dire que voilà, 50 000 voix pour moi et 50 000 voix pour le président de la République. Ça veut dire que si on me sanctionne, on doit aussi déduire des voix collectées pour le président de la République, 50 000 voix. Et des cas comme ça, nous en avons eu à ceux. Ce qui veut dire quoi, M. Alain Goma? Nous ne pouvons pas avoir des institutions fortes tout en nous basant aux élections biaisées. Tout en nous basant pour aller de l'avant sur un processus électoral chaotique. Nous avons demandé des enquêtes ici. Ça a été refusé par la CENI. Alors que ce processus-là, c'est le seul dans un pays démocratique qui nous amène à élire des vrais représentants. Ce représentant aurait la responsabilité et redevabilité d'agir pour l'intérêt du peuple. Mais vous savez quoi, M. Alain? Le fait que les gens soient issus d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils soient nommés, quelqu'un va à l'élection en s'assurant que au voter ngaïté, comme on le dit en Lingala, à Kobima, parce qu'il y a une machine à voter dans Ndako. Il n'a aucune redevabilité à servir ce peuple-là parce qu'il se rassure que ce n'est pas le peuple qui les vote. Alors, ces animateurs-là ont difficulté à œuvrer pour l'avantage des Congolais. C'est comme ça que nous disons que nous avons très peu de foi qu'il y aura un miracle qui va s'opérer avec le gouvernement souminois. Nous sommes avec vous, je vous rassure. D'ailleurs, si vous ajoutez les commentaires relatifs au programme du gouvernement nous présenté, vous allez vous rendre compte que le chapelet des bonnes intentions présentées par Mme Souminois ne va que très peu intéresser la plupart des Congolais. Et les Congolais avertis savent que c'est difficile dans la période actuelle que nous puissions tabler sur, par exemple, le premier point, la création des emplois, alors que l'on n'a pas assaini le climat des affaires, l'on n'a pas assaini les climats de sécurité et de paix, et tous les autres points qui s'en suivent. Donc, je vais vous dire ici une chose, que les Congolais, s'ils s'attendent à quelque chose de très sérieux ou un progrès complet de la part de Mme Souminois, je crois que c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur selon M. Joseph Edeba, parce que selon lui, il ne voit pas une lueur d'espoir. Je pense que les Congolais, nous devons attendre voir ce travail que Madame va faire. Surtout qu'elle a promis, chaque 3 mois, les ministres seront évalués pour voir les rapports dans le gouvernement et dans la République démocratique du Congo. Nous avançons petit à petit vers la fin de notre émission, mais nous n'allons pas nous séparer comme ça sans évoquer le dossier salaire de député. Monsieur Vital Kamerhe parle de 5 000 $ qui toucherait un député national, équivalent à 14 millions de francs congolais. Aujourd'hui, 14 millions, c'est vrai, ça nous fait 5 000 $, mais est-ce que en 2020 ou 2019, 14 millions de dollars étaient équivalents à 5 000 $? Ce sont des questions que nous nous posons. Mais comment avez-vous reçu cette nouvelle? Et il a demandé, il a même parlé de la réduction de train de vie des institutions. Un député national toucherait 5 000 $. Êtes-vous sûr? La réduction du train de vie des institutions devait commencer prioritairement par la qualité de l'institution gouvernement de la République. Vous savez, Vital Kamerhe, il n'y a pas longtemps,
quand il était question de réduire le nombre de ministres dans le gouvernement, il s'y était opposé. Il a parlé de la grandeur. Il a dit que la nation, elle est grande, il faut avoir 100 ministres. Il a parlé de la grandeur. Vous comprenez? C'est-à-dire que sur cette question, Vital Kamerhe est à double posture. En même temps, il combat pour le simple fait qu'il y ait des institutions lourdement chargées avec des agents un peu partout, parce que la nation elle est grande. En même temps, il parle de la réduction du train de vie des institutions. Vous avez entendu cette chanson être balancée un peu partout, la réduction du train de vie des institutions. Et même les Congolais étaient convaincus que Mme Souminois sortirait un gouvernement des 35 personnes, 33 personnes, comme ce fut le cas avec Patata Pogno. Mais on est revenu presque à la même monture que le gouvernement Sama. Vous comprenez? Ça veut dire quelque part que ce ne sont que des slogans creux et des chansons qui se font balancer ça et là. Mais la réalité, ces mêmes personnes agissent de la même manière, mais ils espèrent pourtant à un autre résultat. Parlons de la réduction du train de vie des institutions. Je vous ai dit ici dès l'entame que Vital Kamerhe est parmi ces animateurs de l'institution Assemblée nationale qui avaient doublé, triplé même les salaires des députés nationaux. C'est lui qui avait doublé les avantages de ces députés. Il a si bien dit, et il a même témoigné lors du procès 100 jours, que c'est à son époque que les députés avaient un salaire ou des émoluments qui, n'est-ce pas, représentaient quelque chose. Il ne faut pas que l'on se voile la face. Est-ce qu'à son temps... On ne se moque pas des Congolais. On ne se moque pas des Congolais qui souffrent aujourd'hui en débattant sur les 5 000, les 14 millions, les 20 millions que les députés devraient recevoir. Vous savez qu'aujourd'hui, la population est en train de souffrir dans une misère inédite. Le Congolais est en train de souffrir dans une cherté de vie incomparable, alors que nous avons tous les avantages possibles à pouvoir, n'est-ce pas, assainir, ne serait-ce que l'approvisionnement de tout ce que vous voulez des bases. Vous comprenez? Ça veut dire que le Congolais est en train de souffrir. Et tant que le Congolais souffre pour, par exemple, les produits alimentaires de base qui est exporté à hauteur de plus de 2 milliards l'an par la RDC, le Congolais verra toujours les salaires d'un député national comme étant très élevés. Il faut qu'on se dise des vérités. Tant que le Congolais demeurera dans cette situation d'insécurité profonde, il verra toujours grand les salaires ou les émoluments qu'on reçoive les députés nationaux à l'Assemblée nationale. Et ici, je vais profiter pour dire que l'heure n'est pas à l'urgence de débattre sur les salaires des députés. Parce qu'il y a ces urgences à caractère prioritaire, notamment celui de la sécurité, où nos frères et sœurs de l'Est meurent chaque jour. Mais ils sont déjà allés en vacances. À côté ici de la ville-province de Kinshasa meurent chaque jour. Je crois que la priorité devait être centrée sur les questions, n'est-ce pas, qui intéressent le social du peuple congolais. Et ce social ne peut pas se traiter de façon un peu vulgaire où on doit aborder tout et n'importe quoi. Nous sommes pratiquement, la technique me fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Vous avez évoqué ici Vital Kamerhe, c'est lui qui a triplé, qui a doublé, qui a triplé. Nous avons une Assemblée nationale où la majorité, c'est l'Union sacrée. Nous avons un gouvernement qui émane aussi de l'Union sacrée. Vous pensez, c'est-à-dire là je vous pose une question en tant que Congolais. Vous n'êtes pas LGD, vous me répondez en tant que Congolais. Bien sûr. Vous pensez que cette Assemblée nationale pourra mieux faire les contrôles parlementaires, surtout que le premier mandat du président de la République, nous ne l'avons pas senti. C'était juste 1 ou 2 fois quand il fallait s'attaquer à quelqu'un. Nous avons vu le ministre de l'économie être déchu. Mais à ce jour, le président de l'Assemblée Vitale a plus martelé sur le contrôle sévère. Est-ce que vous pensez que nous allons vivre ce contrôle sévère? La majorité de l'Assemblée, c'est l'Union sacrée, le gouvernement, c'est l'Union sacrée. Est-ce que nous pourrons vivre cela? Nous avions souhaité un bon mandat à M. Vital Kamerhe et à son équipe à la tête de l'Assemblée nationale. Mais s'agissant de la qualité
du travail, notamment du contrôle parlementaire sur le gouvernement, c'est au prorata du temps et au fil des années que nous allons découvrir si cette assemblée va être à mesure de nous servir ou de servir le peuple congolais en priorité. Mais comme je vous ai dit, puisque cette assemblée composée de 80% de fraudeurs, c'est-à-dire des députés qui ne sont pas élus, ça va être difficile que nous ayons des représentants qui ont la redevabilité de pouvoir, n'est-ce pas, promouvoir un contrôle parlementaire de qualité pour permettre à ce que l'intérêt et le social du Congolais puissent être améliorés. Je vous dis et je le répète que ces députés dans l'Assemblée nationale, s'il faut évaluer, 80% ne peuvent pas être élus par le peuple congolais. C'est-à-dire qu'ils sont là-bas par la volonté des individus. Ils sont là-bas par la volonté politique de ces caïmans que vous connaissez. Et notamment, ils sont là-bas parce que le peuple congolais, quelque part, a accepté d'être menti, trompé par une élection qui n'était rien d'autre qu'un processus de nomination. Voilà, je pense que c'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci beaucoup d'être là. Je sais que comme vous avez repris avec la télé et les émissions télévisées à la radio, nous aurons toujours le plaisir de vous recevoir au cas où il y a une urgence ou il y a une information auquel nous pouvons débattre. Merci beaucoup d'être passé. Merci, comme je vous l'ai dit déjà autrefois, nous sommes dans un pays où tout se passe par la consultation. Pour avoir les premiers ministres, il fallait la consultation. Les consultations. Pour avoir le président de l'Assemblée nationale, les consultations. Pour faire, qu'est-ce que je veux dire, investir le gouvernement, il fallait les consultations. Et donc, je ne pense pas que pour vous avoir aussi comme journaliste, il fallait des consultations. Non. Vous avez... donc, la prochaine fois... Vous avez bien nos émissions, non, aussi des consultations. Vous avez mon numéro, on peut directement s'écrire. Merci beaucoup de votre passage. Je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à Madame Mika Kidjiri. Les siens l'appellent la reine mère Mika Kidjiri. Bon anniversaire Nayo. Merci. Na ndenge olandaka biso na ba commentaire au salara donc mbotama ela munayo umela et puis joyeux anniversaire à Fiston Socha et Bénédicte Socha. Bénédicte qui est appelé par sa grande sœur Départ Unique. Heureux anniversaire à vous. Merci à toute la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois mon frère Israël, il y a Rabi Fouka. Et à la régie finale, il y a Galor Mouya, communément appelé Coco Mouya, et Don Benjamin Makola. On se retrouve demain et avec d'autres invités pour une autre thématique. Au revoir.